Merci beaucoup pour l'exposé qu'on vient d'entendre. Je vais m'inscrire dans la droite continuité de cette approche. Vous m'entendez bien? Non. Alors voilà, je m'appelle Mélanie Roche, je travaille à l'Université libre de Bruxelles. Donc je viens de Belgique. Et je travaille dans le service de psychologie, du développement et de la famille qui est dirigé par Isabelle Duret, qui est systémicienne, voilà, un des services de la faculté de psychologie de l'ULB. Je tiens là-bas la consultation spécialisée au potentiel depuis maintenant 6 ans. Et donc, je suis de plus en plus ultra spécialisée dans ce domaine-là. Je vais vraiment rebondir sur ce qui a été dit avant, j'ai remarqué le nombre de fois que mes collègues ont pu insister sur l'impact de poser le mot au potentiel. Et mon travail a vraiment commencé avec des constats de terrain dans la consultation et l'impact traumatisant pour certaines familles de cet étiquetage. Loin d'un domaine vécu comme un domaine du traumatisme, l'étiquetage du haut potentiel peut pourtant répondre exactement aux mêmes critères dans les systèmes familiaux, tel qu'on vient de le voir. La modification de la... Attendez, j'ai des signes. Je dois parler plus fort? Pardon? Vrai? Encore? Ah, mais comme ça, c'est mieux encore? Non. C'est la machine, vous m'entendez pas bien? Je peux parler plus fort, hein, je vais... Ça c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Tu peux... Plus fort? Ok, je vais parler plus fort. Non, il y a le volume, ici. Ah, il y a un volume. Il y a un volume. Je suis pas une grande douée de la technologie. Là, ça c'est mieux? Mieux, comme ça, là? Ça va? Je suis surdouée. Vous n'avez rien entendu avant, quoi? Si, un peu? Je reprends pas. Voilà, juste pour vous dire que finalement, cette histoire de l'étiquetage a beaucoup été pensée dans le domaine du handicap, justement, l'annonce du diagnostic, et qu'on s'est beaucoup trop éloigné concernant le potentiel sur un impact souvent similaire dans les familles. C'est pas pour rien que certaines familles viennent consulter pour une demande de bilan en présentant un enfant au téléphone, et puis quand ils arrivent, l'enfant a 26 ans, quoi. Donc ça fait 26 ans qu'ils ont eu peur de poser les mots dessus. Je vous passe toutes les histoires de familles qui ont de très bonnes raisons de ne pas vouloir d'étiquette, parce que peut-être que leur famille a entièrement été décimée lors de la guerre à cause d'une étiquette. Et donc, ces histoires sont extrêmement vivantes dans les familles. Je vais essayer de reprendre le fil conducteur que j'ai un peu prévu quand même. Voilà, parce que cette clinique est vaste et très complexe. J'aurais pu intituler cette présentation comme l'approche clinique du haut potentiel, l'approche singulière. C'est vraiment ce qu'on fait, en tout cas à la consultation. Face à un constat, lorsque je suis arrivée à la consultation il y a des années, que des familles venaient en disant « voilà, mon enfant est au potentiel, etc. » Bien, je leur dis « vous avez fait un bilan? Oui. Pourquoi? On ne sait plus trop. Les résultats du bilan, on ne sait plus trop non plus, en fait. Mais qui vous avez envoyé faire ce bilan? En fait, on ne sait plus trop. Et en fait, ils ne savaient rien du tout. Et je me suis retrouvée face à des familles qui me parlaient de leur enfant au potentiel, avec une sensation qu'ils avaient été complètement passifs lors de cette démarche d'identification du haut potentiel. Merci, clin d'œil, merci de ne pas parler de diagnostic, ce n'est pas une maladie. Et pourtant, la grossesse non plus n'est pas une maladie, on parle aussi de diagnostic. Il y a des zones comme ça sur le continuum du normal et du pathologique qui nous invitent à continuer à réfléchir. Il ne s'agit donc pas d'un diagnostic, je ne fais pas de diagnostic, par contre, j'accueille les demandes de bilan. C'est-à-dire que j'accueille vraiment les familles dans ce moment particulier où ils arrivent à dire voilà, on voudrait savoir si notre enfant a un haut potentiel ou pas. Je les accueille avec une demande et je vais utiliser la systémique. Notre travail a été d'introduire la vision systémique lors d'une demande de bilan individuel. C'est très important que je vous dise ça. Donc je ne travaille pas
très peu dans le cadre où les personnes viennent pour une demande de thérapie familiale. Elles viennent bien chez un spécialiste du QI qui va dire si oui ou non on va poser l'étiquette sur leur enfant. Mon travail va être d'essayer de déconstruire cette demande pour en construire une autre. En fait, mon travail va être d'aller découvrir quelle est la réelle demande derrière cette demande de bilan. Et la systémique va d'emblée s'enclencher dès ce premier contact téléphonique. Parce qu'on s'est trop demandé pourquoi les familles étaient dépossédées et passives lorsqu'il s'agissait de faire un bilan d'un enfant. Et on s'est rendu compte que très vite la famille pose le professionnel dans la place d'expert et du coup se retire de la place d'expert de leur propre enfant. Tout mon travail va être de renforcer la compétence parentale, de confirmer, de certifier, de ne faire qu'approuver les parents dans leur place d'expert de l'enfant. Alors que moi, ils viennent me voir et je suis la super grande experte de l'université libre de Bruxelles, géopotentiel. Et donc tout le travail va être d'inverser mon statut d'expert sur leur statut d'expert. Et donc je voudrais vous parler comment est-ce qu'on essaye de mettre en processus, dès la première demande au téléphone, ce travail-là, qui est un travail parfois quand même de haute voltige, je dois vous avouer, parce qu'on est sur une ligne, sur un fil assez compliqué. Quand une famille ne veut pas être active dans un processus, quelque part un peu l'inviter, voire un peu la pousser, l'obliger à l'être, ça peut aussi être très confrontant. Il se trouve que si la famille est trop passive, je ne vais pas travailler avec cette famille et ça, ils le comprennent très vite. Je vais donc reprendre le processus, sans faire trop de parallèles avec la théorie parce qu'on n'a pas trop le temps, mais de prendre vraiment dans la concrétude de l'accueil de cette demande ou de cette non-demande de la famille. Donc dès le premier coup de téléphone, le travail commence. Et là, je vais poser un cadre qui est le cadre seul avec lequel je peux travailler, et après, au sein de ce cadre, la famille pourra se déployer. Je leur dis d'emblée que voilà, je prends le cas classique, voilà, l'école, le psy de l'école nous envoie sur les conseils de l'enseignant, ou bien l'enseignant envoie, il faudrait qu'on fasse un bilan pour savoir si notre enfant est au potentiel ou pas. Donc déjà ce verbe-être me hérisse les poils, mais je ne leur dis pas tout de suite. Si l'enfant est ou n'est pas, comme si on était chez Shakespeare, et malheureusement je vais devoir leur dire très vite que le verbe-être ne fonctionne pas avec le haut potentiel. C'est un attribut, une fonction, mais ce n'est en rien un état d'être absolu, parce que du coup, c'est très souvent les familles qui vont utiliser le verbe être, vont chercher en fait une grille de lecture unique sur tous les comportements de leur enfant. Je vais éviter de nourrir ce genre de vision de l'enfant que souhaite avoir la famille. En tout cas, voilà, on voudrait savoir si bilan nécessaire. Je vais faire appel au tiers légal et je vais tout de suite leur dire que dans la manière que nous avons de travailler, nous accueillons toujours la famille. Ah bon? Parfois famille très surprise. Ah super, soulagement, sinon de certaines familles. Et si les parents sont séparés, nous accueillerons donc toutes les familles de l'enfant. Nous avons aussi modifié tout notre vocabulaire pour parler des parents, parce que dans mon service, on travaille sur le traumatisme et les nouvelles familles. Donc on a énormément de familles homoparentales, de familles monoparentales aussi, bref. Et donc, je vais inviter, si c'est la maman qui appelle, parce que la famille, c'est quoi finalement? La famille elle-même ne sait pas. Ce que j'entends moi par famille, quand je dis que je veux voir la famille, c'est qui? Eh bien, je dis, c'est tous les gens qui vivent sous le même toit, qui vivent sous votre toit, madame. Est-ce que vous vivez avec l'autre parent? Donc j'ai retiré le mot père de mon vocabulaire depuis longtemps. Est-ce que vous vivez avec l'autre parent de l'enfant? Non, nous sommes séparés. Très bien, mais dans un premier temps, vous êtes invité avec toutes les personnes qui vivent sous votre toit. Donc je vais travailler en fonction des systèmes réels en fait de l'enfant. Il y a d'autres manières de travailler, je dis vraiment pas que c'est la seule qui est bonne. C'est le cadre dans lequel moi je suis à l'aise pour travailler. Et je ne recevrai cette famille que lorsque j'aurai l'accord de la deuxième famille, de la famille du père, soit par mail, soit par contact téléphonique. Je vois toujours les deux familles avant de commencer si l'enfant vit avec deux familles. Je suis face à beaucoup de pères allergiques aux psychologues. J'ai dû me former beaucoup à être un anti-allergique aux psychologues. Ça marche assez bien, je vous avoue,
parce que c'est parfois les papas les plus allergiques aux psychologues qui font le plus la demande de thérapie familiale à la fin du bilan. Donc je me dis que c'est les meilleures évaluations que je puisse avoir. Je leur dis en tout cas que c'est pas un problème, que j'accueille même les pères allergiques sans problème. Et voilà, ça commence au téléphone. Les différentes familles, les différents parents. Alors on appelle souvent cette première rencontre l'analyse de la demande. Je vais éviter de faire en fait de l'analyse de la demande. Je ne vais pas me mettre dans une position où j'analyse, c'est-à-dire où j'interprète. Je vais accueillir la demande et nous allons la questionner et la construire ensemble. Je vais vous parler maintenant donc de cette première rencontre. Je vais me mettre dans la situation assez habituelle quand même. Il n'y a pas que des parents séparés d'une famille où tout le monde vient. Le père, la mère, donc une famille un peu classique de l'ancien régime, comme diraient certains. Le père, la mère, deux, trois enfants. Comme je leur ai dit que j'accueillais aussi tous les gens qui voulaient du bien à l'enfant, il y a parfois les grands-parents qui viennent, les profs de piano, les babysitters. Je leur dis, vous amenez tout le monde. Plus on est, mieux c'est. Et donc ça va être une séance en fait d'affiliation, sortie du cadre classique de l'analyse du demande de bilan psychologique. Je vais m'inscrire dans une séance d'affiliation et surtout de mise en processus. Mon travail est en 1 heure, 1 heure et demie de temps de pouvoir mettre en processus. C'est extrêmement important parce que tout cela permettra que la restitution des résultats de ce bilan soit déjà le résultat d'un processus que la famille va parcourir. Alors je vais toujours respecter la fenêtre que la famille m'ouvre, c'est-à-dire le haut potentiel hypothétique chez leur enfant. Je ne vais pas m'éloigner de ça, je vais l'utiliser comme une fenêtre comme une autre, en fait, pour travailler en systémique. Et je vais travailler, dans un tout premier temps, ce que mes collègues ont beaucoup nommé cette histoire des représentations de chacun. Donc déjà, ils me consultent et il n'est pas rare qu'au début, les enfants n'aient pas été mis au courant de ce pourquoi ils venaient à la consultation, etc. Donc on va travailler comment est-ce qu'ils en ont parlé ensemble. Et puis, ils vont parfois me dire, oui, on compte sur vous d'ailleurs, madame, pour expliquer aux enfants ce que c'est que cette histoire de haut potentiel, parce que nous, on ne sait pas trop comment mettre les mots. Je vais leur dire qu'ils sont vraiment mal tombés, parce que plus je suis experte du haut potentiel, moins je sais ce que ça veut dire. Donc on va surtout parler de ce que ça veut dire pour eux. Je suis aussi face à des parents qui ont tout lu sur Internet, mais réellement, et sincèrement, j'estime qu'ils en savent bien plus que moi. Donc je leur demande en quoi l'hypothèse a pu émerger dans leur tête, quand est-ce que l'hypothèse a émergé, c'est peut-être pas chez eux, mais chez les profs, comment ça leur a parlé. Et nous allons passer un long moment à ce travail de questionner les représentations de chacun concernant cette fameuse étiquette. Mon but étant de dégommer l'étiquette. J'ai différents moyens, quand je forme des enseignants ou quand je forme des psychologues ou des médecins scolaires, je leur explique que le plus important, c'est d'essayer de dégommer cette étiquette. Soit on multiplie les symptômes à l'infini des gens, et alors on noie un symptôme parmi 1000 autres, soit on prend cette étiquette et on la découpe en confetti jusqu'à ce qu'on ne puisse plus lire sur l'étiquette le mot haut potentiel et que ça devienne un paquet de confetti. Introduire du trouble, introduire de la crise autour de ce besoin que les familles ont de se raccrocher à une étiquette. Et on entend la détresse de la famille derrière. On entend cette envie de poser l'étiquette pour avoir la solution, vraiment comme une logique médicale. Si on sait, alors on pourra donner le bon médicament, on sera soulagé. Malheureusement, je ne suis pas médecin et ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc il va y avoir un trouble qui va se créer, c'est-à-dire qu'en fait je vais travailler à la complexification plutôt qu'à la simplification. Toute ma démarche se situe là. Et la complexification, ça va être de sortir de la vision unique de cette étiquette. Je vais demander, donc, concernant le potentiel, quelles sont les représentations de chacun dans la famille. Et on est très très souvent surpris de ce que les petits frères et les petites sœurs de 5-6 ans vont dire de l'ado qui est amené en consulte, de c'est quoi le potentiel pour eux. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui vont être dites surtout par les enfants, qui vont souvent déjà beaucoup impacter les parents, en se disant « Ah bon, je ne savais pas que les enfants pouvaient comprendre les choses à leur manière aussi ». Mais je vais demander aussi comment est-ce que l'enfant est perçu par les enseignants, par la direction de l'école,
par les autres membres de la famille. Est-ce que la famille a parlé aux grands-parents qui venaient en consultation? Les grands-parents, ils en pensent quoi de tout ça, de cette étiquette? Qu'est-ce qu'ils disent de cet enfant? Et les amis de la famille, et les amis de l'enfant. Et on va multiplier et multiplier les représentations pour se rendre compte de manière évidente. Et je n'ai plus à la portée comme un truc théorique, vous savez, les représentations, c'est multiple. Je n'ai pas besoin de dire ça, je les multiplie, c'est eux qui les multiplient, ils en font l'expérience et ça fonctionne beaucoup mieux. Je vais aussi m'intéresser à l'histoire familiale, et d'où l'intérêt de toujours pour moi remonter dans le transgénérationnel. Et je vais pour ça, j'ai fini par expérience par trouver la question qui est waouh, le truc qui marche à tous les coups. Je vais juste demander aux parents, et finalement, vous, l'école, vous en gardez quel souvenir? C'était quoi un peu votre parcours scolaire? Vous pouvez me raconter? Derrière cette question, les parents en fait vont dérouler en général toute leur vie, ou bien vont se limiter à ce qu'ils veulent livrer d'eux-mêmes. Mais parler de la scolarité est en fait un bon garde-fou, surtout pour et je vous rappelle, les papas allergiques aux psychologues. Hein. Donc, pour un papa, c'est vraiment ok, c'est pas intrusif comme question de parler de eux et de leur scolarité. Même s'ils vont toujours dire oui, j'ai fait ça parce que quand même c'est mes parents qui m'ont demandé et finalement je sais pas si j'aurais voulu faire ça. Mais voilà, ne serait-ce que cette question, souvent ils s'y attendent pas à ce que je leur demande ça, va avoir des réactions non-verbales évidentes que je ne commente jamais. Je ne vais jamais faire d'interprétation du non-verbal. Pour moi, tout le non-verbal que j'observe est une expérience que la famille va vivre et on est dans un processus thérapeutique. Pas forcément psychothérapeutique, je ne vais pas faire d'interprétation, mais thérapeutique, c'est la vie. Hein, donc tout ce qu'on peut proposer de nouvelles expériences a forcément des impacts sur un système. Donc je ne m'en prive pas. L'histoire scolaire, les parents se regardent souvent dans le blanc des yeux quand je demande ça, à savoir qui va commencer à parler. Les enfants peuvent exploser de rire. C'est très très fréquent qu'il y ait des rires un peu frénétiques et nerveux à cette question, parce qu'évidemment, des récits se sont déjà déroulés au sein de la famille. Mais parfois, les enfants connaissent le récit d'un des parents, mais pas du tout de l'autre. Et comme on a déjà beaucoup parlé de l'enfant avant, à travers toutes les représentations, et qu'est-ce qui fait que l'hypothèse existe aujourd'hui d'un haut potentiel concernant l'enfant, les parents vont... Enfin, il n'est pas rare du tout voir, je crois que c'est la majeure partie des cas, qu'en fait, quand on a parlé du parcours scolaire de l'enfant, l'un des deux parents va décrire un parcours scolaire, mais totalement similaire, dans une telle similarité que j'ai pas besoin de leur dire vous n'êtes pas un peu dans une identification projective de votre enfant, j'ai pas besoin de le dire, c'est flagrant, c'est tellement énorme qu'ils se regardent comme ça et évidemment ils vont commencer à se poser des questions, mais je ne commente pas, je suis là juste pour ouvrir les questionnements. En tout cas, la rencontre des différentes représentations et des histoires vécues, et là on est sur du réel, on est donc dans du subjectif et de l'objectif, va parfois être suffisant à se rendre compte que ce n'est pas un bilan psychologique qui est nécessaire pour cette famille aujourd'hui, mais que c'est peut-être plus un travail sur la manière dont on perçoit ses descendants au vu du vécu que l'on a soi-même, de son parcours scolaire ou bien de ses ascendants, parce que je veux aussi questionner un peu les histoires de place dans la fratrie de chacun et voilà, les histoires transgénérationnelles. La dernière question qui achève en général un peu la famille sur ce transgénérationnel, c'est finalement, avec tout ce qu'on a raconté là, c'est l'enfant pour lequel vous venez consulter aujourd'hui, finalement, à qui est-ce qu'il ressemble dans votre famille? Il y a souvent aussi un grand blanc. Soit des explosions de rire, soit un grand blanc, les gens se regardent dans les yeux, soit tout le monde sait, la réponse est tellement évidente, soit il va y avoir des réponses partagées, etc. Mais très souvent, l'enfant ressemble à un oncle ou à un grand-père. Je n'ai pas fait d'études plus là-dessus, je vous avoue. Mais donc, les identifications projectives sont bien au-delà des histoires, des parcours scolaires des propres parents. Mais finalement, l'enfant est rattaché à. Et les parents vivent avec cette représentation dans la tête qu'ils n'ont pas toujours énoncée. Mais l'enfant est assimilé à un ascendant. Et un ascendant qui souvent a eu une histoire très particulière, qui a marqué l'histoire de la famille. Donc je viens un peu sous-peser le poids des transmissions sur cet enfant. Vous comprendrez évidemment que c'est essentiel pour moi de faire ça avant de me lancer dans une démarche de bilan pour le coup extrêmement carrée et très classique que je vais faire auprès de l'enfant,
parce que je vais refuser de faire un bilan. Si je sens qu'en faisant ce bilan, je ne vais faire qu'alourdir le poids sur les épaules de l'enfant, ou bien je ne vais faire que confirmer ce que j'appellerais moi des identifications projectives massives qu'il y a sur cet enfant. Donc voilà, ce sont des précautions. Tout à l'heure, mes collègues disaient l'identification du haut potentiel. L'arrivée de ce mot dans une famille peut être soit facteur amplificateur de stress, soit un facteur au contraire qui aide, qui va guérir. J'estime que c'est à moi en tant que psychologue de savoir ça avant de commencer le bilan et que je ne dois pas laisser l'impact de ce bilan de manière aléatoire aux familles avec après vous vous débrouillez avec. Parce que si c'est un facteur qui amplifie le stress, ben j'estime que ça fait partie de mon boulot de le savoir avant. Et donc de ne pas éventuellement m'engager dans une démarche de bilan ou bien pas tout de suite. C'est-à-dire qu'avant le bilan, il y a tout un autre travail à faire. Et alors je vais pouvoir souvent réorienter vers un travail thérapeutique familial. En fait, la demande se construit de par la famille elle-même, où ça devient tellement évident avec tout ce qui se raconte de la famille que la demande de bilan est tellement secondaire. Et c'est la famille qui va me dire non, mais finalement, oui, on fera peut-être ça plus tard, on va continuer à creuser des questions qui ont été ouvertes maintenant. Voilà, pour l'introduction quand je reçois la famille. Si ensuite on se dit qu'une démarche de bilan est tout à fait nécessaire parce que ça fonctionne très bien et qu'on n'est pas dans le cas de figure que je vous racontais avant, je vais leur présenter comment se passe le bilan ici à l'ULB. Je vais leur dire que je ne vais certainement pas chercher si leur enfant présente un haut potentiel ou pas, que je ne travaille pas dans le tout noir ou tout blanc, que finalement poser des étiquettes sur la tête, ils l'ont déjà bien compris, c'est pas vraiment mon objectif. Par contre, ma spécialité, c'est que s'il y a une zone de haute potentialité qui s'identifie dans la démarche de bilan, c'est-à-dire si j'arrive à observer de manière assez objective, parce qu'il s'agit d'une histoire de QI, si l'enfant fonctionne, donc je vais toujours employer un mot de fonction et jamais un verbe d'état, donc le verbe être, le verbe sembler, je vais les éloigner de mon vocabulaire, parce que je pense qu'en isomorphisme, les familles s'approprient notre vocabulaire. Je le sais parce qu'il y en a plein qui arrivent, ils parlent comme des psys, je peux tout de suite leur dire quel type de psy ils sont allés voir, à la structuration de leur langage. Donc je pense qu'en soignant mon langage, je soigne le leur. Je vais leur... Parce que savoir si quelqu'un est ou pas au potentiel, bah, c'est juste pas possible en fait, parce que ça marche pas avec le verbe. Donc si l'enfant fonctionne d'une manière au potentiel dans un domaine peut-être spécifique, parce que le QI aujourd'hui, pour les enfants en tout cas d'âge scolaire de 6 à 17 ans, fonctionne avec 5 indices qu'on peut évaluer. Je vais leur dire, donc, il y aura peut-être un fonctionnement de type à haut potentiel dans un domaine, ou dans 2, ou dans 3, ou dans 4, ou dans 5, ou dans 0. De toute façon, ça, on s'en fiche. Dans l'absolu, moi, je ne vais pas chercher à en trouver. Par contre, s'il y en a 1, ou 2, ou 5 qui émergent, ou 0, mon travail va être de savoir comment l'enfant s'est construit avec cette spécificité de fonctionnement. Et du coup, est-ce que ça a pu avoir un impact sur la manière dont il s'est développé et comment est-ce que ça s'articule avec son développement affectif, donc la manière dont il gère les émotions et les angoisses à l'intérieur de lui. Comment ça s'articule avec son fonctionnement relationnel? Quelles sont les premières stratégies spontanées qu'il a quand il est en difficulté relationnelle ou quand il est en aisance relationnelle avec quelqu'un? Finalement, comment lui il se comporte? On a tous plein de stratégies différentes. Et aussi avec son aspect développemental créatif. Donc comment est-ce que la créativité s'est développée chez lui? Et donc ben voilà, pour voir comment tout ça s'articule, je vais aller investiguer ces 3 grands domaines. Donc le domaine cognitif avec des tests très objectivants du type QI, mais je vais aussi aller voir tout ce qui est histoire d'intelligence multiple. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais histoire de dire que le QI investigue bel et bien quelque chose de très intéressant, mais quelque chose de très insuffisant, c'est-à-dire que ça va investiguer l'intelligence de type académique. En fait, le QI, le test aujourd'hui, est aujourd'hui fait pour répondre à la question scolaire. Est-ce que cet enfant a-t-il les capacités cognitives qu'attend l'école aujourd'hui pour réussir à l'école d'aujourd'hui? Ça ne parle que de cela. C'est très intéressant lorsqu'on me consulte, et les 3/4 du temps, c'est pour un gros problème au niveau de l'école et de l'adaptation scolaire. Donc ça parle en fait de l'adaptation scolaire possible de l'enfant. Et pour réussir à l'école, il faut avoir un QI moyen. Pas trop bas, pas trop élevé non plus.
Les intelligences multiples parlent de l'enfant dans tout un tas d'autres développements, qu'ils soient artistiques, sportifs ou autres. Voilà. Donc je leur dis que je ne vais pas me restreindre au QI pour faire l'évaluation du cognitif parce que c'est trop restreignant en fait. Ensuite, je vais leur dire que j'aurais besoin d'un autre moment pour évaluer. Et là, j'emploie le mot évaluer parce que je prends ma casquette de psychologue, de psychodiagnosticienne, quelque part que je suis aussi. Donc je ne suis plus systémicienne à ce moment-là, je ne confonds pas les casquettes, on peut en utiliser deux, il ne faut jamais juste mettre les deux en même temps sur la tête, parce que ça fait ridicule en fait. Et donc là, je leur parle du point de vue du psychodiagnostic, et je leur dis oui, je vais utiliser des tests très classiques en psychologie, donc j'utilise des TAT, des Rorschach, des trucs et des machins, pour aller voir le fonctionnement affectif de l'enfant. Et le fonctionnement relationnel à travers les dessins, le fonctionnement relationnel, je ne leur dis pas, mais je commence déjà à l'évaluer évidemment quand la famille est là. C'est tout ce qui est non-verbal et ce que je peux observer avec la famille. Mais je vais aussi aller voir comment l'enfant vit sa famille de l'intérieur avec des dessins, notamment le dessin de la famille en animaux, le dessin de la famille que je vais inviter à se défiler de la feuille, à me raconter le dessin animé avec ses héros animaux sur cette feuille, etc. Donc là, je suis vraiment dans une logique d'investigation, d'évaluation, et puis la créativité via un test qui s'appelle l'évaluation du potentiel créatif, qui est très très peu introduit malheureusement dans les diagnostics d'enfants. Je forme au maximum les étudiants à l'université, donc il y a quand même 2-3 promotions à l'ULB qui commencent à sortir sur le marché du travail avec cette connaissance-là, mais sinon je forme beaucoup les psychologues scolaires et les médecins scolaires et les enseignants aussi autour de cette évaluation de la créativité qui n'est pas destinée qu'à des psychologues. Donc voilà, moi je trouve que c'est important qu'un enseignant sache comment un élève est créatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ce test, vous allez investiguer ce que le QI n'investigue plus. C'était des épreuves qui étaient tout à fait à l'origine considérées dans le quotient intellectuel, des épreuves de créativité, donc de pensée divergente. Là, je prends ma casquette de cognitiviste, voilà, vous savez, on peut changer de casquette. C'est très très précis, pointu, mais ultra essentiel. C'est pas possible pour moi de parler des capacités intellectuelles d'un enfant si on ne sait pas s'il pense de manière divergente ou convergente. Parce qu'on ne pose même plus la question, parce que l'école est basée sur une pensée convergente, donc on estime qu'on doit surtout savoir s'il est convergent ou pas. Mais s'il n'est pas convergent, il est quoi? Il est peut-être très divergent, mais il est peut-être très très doué en divergence. Et peut-être qu'il a une créativité qui est un vrai socle, une vraie force chez l'enfant, et que souvent l'école peut passer son temps à dire que c'est pas la bonne force, parce que c'est pas la force qu'on attend à l'école. Donc voilà, donc je vais me décaler vraiment des attentes scolaires en allant voir si peut-être il a une grande intelligence, mais de type non scolaire. Voilà, c'est comme ça que je parle aux parents. Peut-être qu'il a une intelligence de type non scolaire, je dois le savoir, vous comprenez bien, s'il a des difficultés à l'école, ça pourrait bien nous aider à comprendre des choses, et surtout à mettre en place les bons aménagements pédagogiques. Sachant que dans le test de créativité, il y a un recoupement avec le test affectif, parce qu'il y a beaucoup de narration, d'histoire à faire, et c'est pour moi un test qui est encore plus puissant qu'un TAT, je ne sais pas si ça vous parle, cette systémicien, mais en tout cas qui est beaucoup plus puissant aujourd'hui. Et si aujourd'hui j'ai juste 1 heure à passer avec un enfant, je vais faire époque, parce que j'aurai autant d'informations qu'avec un TAT qui va me prendre beaucoup plus de temps, mais qui va beaucoup trop encore formater l'enfant. Époque propose à l'enfant de se déployer sur un terrain vague, et donc d'observer tous les processus que l'enfant va avoir d'association spontanée. Ce que l'on n'a pas, ce que l'on a dans aucune autre épreuve projective aujourd'hui, les associations sont guidées. Vous proposez un voyage organisé à quelqu'un, une croisière avec des escales, et donc vous coupez sans cesse le voyage. Avec époque, l'enfant va se déployer sur 10 minutes, vous n'avez qu'un seul stimuli, et l'enfant va vous lui proposer de diverger, c'est-à-dire vous allez lui proposer de se déployer, de se développer comme un athlète dans un gymnase vide. Et vous allez lui proposer de courir le plus vite possible s'il a envie de courir vite. Ce qui est l'inverse total de la pensée scolaire, vous le comprendrez bien. Et voilà, il y a des enfants extrêmement doués à ça et extrêmement structurés dans cette pensée divergente. Donc pour moi, il est aussi essentiel de voir si la divergence de pensée qu'on appelle dans le milieu du haut potentiel ou de la surdouance, la pensée en arborescence, qui est une métaphore qui a été donnée par une psy célèbre dans ce domaine. L'enfant qui pense ou pas en arborescence, c'est intéressant de le savoir, mais surtout, moi j'ai besoin d'évaluer la qualité de cette arborescence. Il y a des enfants qui ont un taux d'angoisse et de stress qui monte énormément avec cette arborescence, et j'estime qu'elle n'est pas constructive pour l'enfant, qu'elle est quelque chose qui le noie, qui le perd et qui l'envahit. Je vais évidemment aller comparer avec des résultats très objectivants sur la dimension des capacités verbales de l'enfant.
Les capacités verbales étant des capacités d'expression, mais aussi d'hyperstimulation verbale interne. Ce sont ces enfants qui, lorsqu'ils sont dans le silence, ne savent pas s'arrêter de se parler à eux-mêmes. Ce que l'on ne voit pas, et lorsque le prof dit à l'école que l'enfant ne fait rien, malheureusement, il fait trop. Il fait trop dans sa tête. Donc voilà, cette divergence, elle est peut-être pas constructive, mais elle est peut-être tout à fait constructive. Et un enfant qui diverge énormément, qui est très créatif et qui gère de manière extrêmement structurée ces 1000 réponses possibles à une question, en les organisant, en les structurant, en système hiérarchique. Cet enfant-là, il n'a pas non plus, malheureusement, souvent sa place à l'école. Or, il a une grande place dans notre société parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, parce qu'il va avoir les réponses qu'on n'a pas eues, parce qu'on est tous un peu trop convergents et un peu trop formatés. Et ce sont ces enfants qui peuvent être innovateurs, source d'évolution, je pense, dans notre société. Voilà ce que je vais investiguer. Je vous explique un peu le contenu pour vous expliquer comment vous sentez, peut-être un peu comment je vais faire les ponts et les liens. Le bilan est donc une exploration. Je ne sais jamais ce que je vais trouver. Je ne rencontre que des enfants avec hypothèse de haut potentiel. J'en ai rencontré des centaines et des centaines dans ma carrière. J'en ai jamais rencontré 2 pareils. C'est une exploration, je ne sais pas où je vais. C'est un protocole qui est complètement adaptable. Je dis aux parents que de toute façon, je vais travailler avec l'enfant jusqu'à ce que les hypothèses que je leur soumette soient suffisamment assumées de ma part. J'ai suffisamment de matériel pour amener des hypothèses fortes. Et je vais leur parler après ça de la restitution des résultats. Je fais juste un point sur le timing. Il est 12h29. On a commencé un peu en retard. Est-ce que tout le monde est d'accord que je puisse prendre 10 minutes pour terminer mon exposé? Ça va? Mais à partir de maintenant, je comprendrai aussi que certaines personnes se lèvent et quittent la salle. Voilà, je leur présente la restitution des résultats pour les mettre en processus. Je leur explique que ce que je vais leur amener, si experte que je sois, ne seront jamais que des hypothèses. Je vais leur parler au conditionnel. Je vais leur dire les hypothèses qui m'ont sauté aux yeux par rapport à la question pour laquelle ils m'ont consulté. Donc pas le haut potentiel de manière générale, mais s'ils viennent pour des histoires d'aménagement pédagogique, s'ils viennent sur des histoires de difficultés de gérer les crises à la sortie de l'école, dans la famille, il n'y a peut-être aucun problème à l'école. Il va y avoir des soucis un peu de différents ordres. Je vais m'intéresser à leurs questions et je vais soumettre mes hypothèses. Et je leur dis, il n'y a que vous qui pourrez valider ou pas mes hypothèses. Moi, c'est vous qui connaissez mieux votre enfant, pas moi. Moi, je l'aurais vu quelques heures. Je vous dirai ce que ça m'évoque. Et s'il y a des hypothèses qui ne vous parlent pas, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle, c'est parfait, de toute façon c'est vous qui avez raison. Et s'il y a des hypothèses qui vous parlent, ça j'ai même pas besoin que vous me disiez, en général vous allez voir, ça va enclencher une discussion. C'est cette discussion que j'appelle une co-construction du regard sur l'enfant que nous allons entamer. Je ne vais suivre que les fils que la famille m'ouvre, et la famille va tisser, et nous allons tisser ensemble. La famille va souvent dire « Ah, ok, non, je vois très bien, parce que c'est exactement ça qui fait à tel moment. Ah, c'est exactement ce que la prof nous dit, tatati, tatata. » En fait, je ne vais faire que redire ce qu'ils savent déjà, en leur disant, de manière implicite, que ce qu'ils savent a de la valeur. Et donc, c'est leur savoir qui va m'intéresser. Et puis, nous allons construire ensemble. Je veux aussi leur dire qu'à cette séance-là, moi, je ne rédige pas de rapport psychologique. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas capable, je l'écrirai beaucoup moins bien qu'eux. Et que, du coup, ils prendront des notes. Et c'est leur prise de notes qui fera office de rapport. Je pourrais vous parler pendant 1 heure encore de cette séance de remise et conclusion qui est très très spécifique et qui demande aux parents d'être acteurs. Mais surtout qui me permettent en direct d'évaluer si il y a transmission ou pas du savoir de moi à eux. Parce que s'ils ne savent pas écrire, c'est que ça ne se transmet pas. S'ils savent écrire avec leurs mots, pour moi, c'est que c'est gagné. J'ai aucun intérêt à ce qu'une famille reparte avec peu de choses et que tout soit resté dans mon dossier ou dans ma tête. Si mes hypothèses n'ont pas été soumises à l'épreuve de la famille, elles ne m'intéressent pas. Disons que j'ai travaillé pour rien, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, je leur explique ça. Je leur explique que la séance de bilan, ça va déjà être une co-construction, la séance de restitution des résultats, parce que je vais devoir aller évaluer si ça fait sens ou pas dans la tête de l'enfant. Déjà, je vais devoir demander à l'enfant si ça ne fait pas sens, est-ce qu'il est d'accord, lui, de bien vouloir donner de son temps, de son attention, de sa concentration pour venir me rencontrer plusieurs fois seul. C'est-à-dire, en fait, je vais mettre l'enfant au service de ses parents, qui ont des questions le concernant, parce que ça ne fait pas nécessairement sens dans la tête de l'enfant, même au bout d'1 heure de consultation où on n'a fait que parler de ça, et ça se respecte. Je vais de cette manière-là le dégager de l'enfant symptôme,
Et du coup, je vais lui dire que c'est lui qui vient aider ses parents qui ont des questions auxquelles ils ne savent pas répondre, mais que c'est pas lui qui a un problème. Et je vais donc aussi voir si finalement l'enfant, lui, n'est pas demandeur. Il y a des ados qui arrivent avec des demandes extrêmement fortes, hein, où les parents disent bah, nous on est venus, mais en fait c'est vraiment lui qui n'arrête pas, qui a lu sur internet, qui voudrait savoir s'il est au potentiel ou pas. Si l'enfant est hyper demandeur, je vais comprendre que l'enfant est dans un processus de différenciation adolescentaire, que la famille en est là dans son cycle de vie parce que les parents accompagnent l'ado, et je vais évidemment leur dire qu'on va co-construire ensemble qui sera présent à la séance de remise des conclusions. Alors, je vais dire à l'enfant aussi avec beaucoup d'humour que je ne vais pas le prendre comme patient, donc, hein, ça c'est sûr, ni comme client, que je vais le prendre comme stagiaire, parce que c'est assez peu fréquent qu'à 12, 13, 14 ans, les enfants harcèlent leurs parents pour aller faire un bilan psychologique pour mieux se comprendre de manière générale. Donc je vais lui dire que je pense que je n'ai rien à lui apprendre et que je veux bien le prendre en stage par contre, puisque c'est probablement un futur psychologue, même s'il ne pratique pas, il a déjà la fibre. Et ça leur va bien en général, les ados ils sont contents de venir en stage. Et on va construire la restitution. Donc soit ce sera lui seul, avant les parents, si les parents valident. Hein. Je veux bien faire une remise des résultats en 2 étapes, peut-être l'ado seul, et puis avec l'ado, on filtrera ensemble, si la famille est OK, ce qu'il semble nécessaire et intéressant dans une synthèse à dire à la famille, à dire aux parents. Parce que j'ai aussi des parents qui disent « Ah oui, du coup, moi, pas de problème, vous remettez les conclusions, c'est lui qui est demandeur, il se dégage complètement. » Mais je suis à nouveau dans cette histoire de famille passive. Et à l'adolescence, les parents, il faudrait bien se carapater à certains moments, et accélérer un peu le temps et que l'ado soit déjà parti du foyer. Or, c'est pas encore le cas. Et donc, je rappelle quand même les parents à leur rôle de parents et de proximité, en respectant ce processus de différenciation qui est en cours, mais qui n'est pas encore abouti. Et donc, je vais pouvoir leur dire que légalement, mon tiers légal est toujours un super support pour moi. Légalement, c'est juste pas possible. Hein, dans la conférence de consensus sur laquelle je me repose pour toutes mes actions, je dois restituer à l'enfant et aux parents. Il n'est pas dit comment, mais il doit y en avoir au moins, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc je veux bien que ce soit l'enfant qui filtre ce qui lui semble intéressant de dire à ses parents et que moi je dise à l'enfant que je suis OK avec ce filtre-là, auquel cas ils auront les résultats avec ce filtre, mais de toute façon je devrais les voir. Voilà, c'est essentiel parce que voilà, c'est toujours l'idée de qui est-ce qui a le savoir en fait. Voilà, là, je ne sais pas si j'ai encore le temps pour vous parler de la restitution. Allez, je prends encore 4 minutes. La séance de restitution. Donc, je vous passe le contenu du bilan. Hein. Je vais voir l'enfant plusieurs fois, de manière très classique, avec une casquette très classique. Même si c'est des ados, j'ai des outils systémiques qui m'intéressent, comme le génogramme imaginaire, que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes ados et les ados pour comprendre leur système d'affiliation. Voilà. Et le blason familial, que je trouve qui est aussi un excellent déclencheur. Donc, j'ai lu nulle part que je devais m'interdire de lancer les ados en processus dans leur vie, dans les moments de bilan psychologique. Du coup, je le fais. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, je leur dis tout de suite aux parents, et là je développe, ils arrivent, je leur mets des blocs-notes et des bics sur la table. J'ai une table ronde au centre, avec des fauteuils autour. Elle est ronde, elle est en verre, elle est transparente. C'est la table de base Ikea. Et donc on peut voir en dessous et on peut voir au-dessus. Et j'aime beaucoup utiliser ça parce que j'ai du matériel en dessous que l'on voit en transparence, et j'ai le matériel dessus. Les enfants s'emparent souvent du dessous et les parents du dessus. Et donc je leur dis qu'il y aura des notes à prendre et que je leur rappelle que c'est bien leurs notes qui feront office de rapport. Et qu'à côté de ça, je leur donne une courbe de Gauss sur une grande feuille A4 et que je vais les inviter avec une règle et des marqueurs de couleur, on dit des crayons feutres en France, avec des feutres de couleur et une règle, à tracer finalement sous la courbe, à organiser l'espace pour tracer 5 lignes qui seront finalement les résultats objectifs des intervalles de confiance, des différents indices du quotient intellectuel, enfin des épreuves de Wechsler. Donc je leur dis qu'on va prendre ça comme fil conducteur. Donc ils auront 2 documents séparés et je leur explique le bien fondé de cette démarche. D'un côté, les résultats objectifs qu'ils auront co-construits ensemble, parce que je ne sais pas encore
qui va tracer ces lignes, et ça, ils vont devoir s'organiser ensemble. C'est souvent l'ado à l'adolescence, c'est souvent les parents qui s'arrangent en complémentarité, lequel est capable de ou pas tracer des lignes, bref. L'un corrige l'autre, enfin voilà, toute leur dynamique familiale va s'activer autour d'un objet qu'ils vont évidemment s'approprier, parce que c'est eux qui vont dessiner leurs résultats. Et s'ils comprennent cette courbe et les résultats d'une manière schématique, s'ils les ont comprises, ils sont capables de les expliquer à autrui. C'est aussi une manière pour moi de donner les résultats objectifs à des enfants qui ont 5-6 ans et qui comprennent très très bien. Que je leur montre la courbe de Gauss, je leur explique que sous cette vague, je leur demande quelle image c'est pour eux, le chapeau, la montagne, la vague, et bref. Sous cet endroit, il y a tous les enfants de son âge, et puis on va voir où est-ce qu'il y en a le plus, où est-ce qu'il y en a le moins, et ce que ça veut dire pour chacun. Et à ce moment-là, ils partiront avec cette feuille qui est pour moi quelque chose qu'on peut transmettre à l'extérieur, transmettre à un psy scolaire, transmettre à un enseignant. C'est de façon schématique, mais tout est écrit, les chiffres sont précisément écrits. Je vais mettre ma signature, mon cachet sur cette courbe pour que ça fasse plus sérieux. Et je vais mettre la date de naissance, la date de passation, l'âge précis de l'enfant, bref. Ça fait office de rapport objectif, ça c'est partageable par les professionnels qui le demanderont. À côté de ça, leur prise de notes. Pour moi, il est impensable d'écrire des rapports psychologiques, parce qu'avec tout ce que je vais investiguer chez l'enfant, je vais aller bien plus loin que l'enfant élève de l'école. Je vais aller sur cet enfant de manière beaucoup plus intime et je vais rentrer dans des processus d'interaction familiaux ou amicaux, relationnels, qui sont bien trop intimes pour être divulgués à une école. Je vais donc prescrire ce que font les familles, comme on prescrit les fonctions d'un symptôme, comme je sais d'expérience que les familles de toute façon filtrent. Si vous écrivez un truc sur un rapport psychologique qu'une famille ne veut pas lire à l'école, au bout du couloir, lorsqu'ils sont sortis, ils ont jeté votre rapport psychologique. Et ils ont raison. Ils ont raison pour moi. Donc je vais leur dire, je compte sur vous pour filtrer et pour trier les informations selon l'interlocuteur à qui vous voudrez transmettre les résultats. Je compte sur vous pour bien entendu ne pas tout dire. Selon que vous vous sentez plus ou moins en confiance avec le psy scolaire ou avec l'enseignant, vous verrez bien jusqu'où vous voulez parler de votre enfant. Et donc leurs notes vont être à la fois le détail du détail des résultats de chaque exercice du QI que nous allons éplucher dans le moindre détail pour savoir ce que veut dire ce test, parce que quand ils sortent, je veux qu'ils soient experts de ce test, pour en comprendre la richesse, mais aussi les limites, et donc développer un regard critique. Et en même temps, ils auront le détail, en même temps ils auront tout l'enrichissement des questions relationnelles et affectives qu'ils noteront avec leurs mots sur leur feuille. Et ça, j'estime que c'est à eux de choisir. C'est la compétence parentale, quoi. Qu'est-ce qu'on dit de son enfant, quelque part. Voilà, et donc ils partiront avec ces deux choses-là, et je prends comme fil conducteur, pour ne pas m'égarer dans toutes les hypothèses que j'ai, ce fil conducteur du fameux truc de QI. Et évidemment que quand on parle du premier indice de compréhension verbale, le verbal, c'est évidemment ce qui nous met en relation avec les autres depuis tout petit. Et donc s'il y a un haut potentiel dans ce domaine-là, on va voir dans quel domaine du verbal. Donc on va toujours, vous voyez, la déconstruction de l'étiquette, c'est aller dans le détail. C'est là où je fais des confettis. Dans quel domaine du verbal, et on va voir si c'est un verbal qui s'active aussi dans tout le reste. En fait, toutes les modalités compensatoires qu'on peut trouver dans la créativité, dans le fait que ces enfants ont une mémoire verbale ou pas. Bref, le verbal, c'est ce qui nous met en relation, c'est ce qui suscite des émotions, c'est ce qui permet à l'enfant de construire tout au long de la vie l'estime de lui-même. Si un enfant, depuis qu'il a ouvert la bouche, depuis 1 an, tout le monde a la même réaction, tous les adultes ont cette même réaction verbale ou non verbale, de dire « Oh, mais qu'est-ce que tu parles bien, oh, mais qu'est-ce que tu parles comme un grand ?» Voilà, s'il entend ça depuis qu'il a 1 an et demi, évidemment que ça a influencé l'image et l'estime de lui-même. Évidemment. Et c'est pas tant sa compétence à lui que les réactions que ça a suscité dans l'entourage. Et là, on est dans la dimension relationnelle et interactionnelle. On ne peut pas passer à côté de ça parce que ça commence à la crèche. Pour dire combien ça marque, on doit parler de ça. Voilà, je m'arrête là, j'ai largement dépassé mon temps. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Mais je me demandais, mais peut-être que vous l'avez expliqué, je n'ai pas bien capté. Donc quand vous faites cette remise, enfin voilà, cette discussion post-bilan avec les parents, et qu'on voit justement certaines zones, voilà, qui sont plus développées chez l'enfant,
Moi, dans ma pratique, ce qui me frappe, alors je ne suis pas du tout, moi je ne fais pas les bilans, etc., je suis plus du côté psychothérapeutique, mais c'est que les parents viennent en disant, mais voilà, oui, on est là avec un constat, mais ils partent avec le constat, ce bilan, alors probablement votre pratique est très différente, mais donc c'est ça qui m'intéresse, c'est les pistes, moi je sens les parents démunis, voilà, en disant, ben voilà, oui, ça a été fait, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que la problématique, dont je dis, vous parlez justement de tout ce que ça signifie au niveau du fonctionnement familial, comment voyez alors, est-ce qu'il y a tout cet accompagnement post-résultat aussi, voilà. Merci, vous mettez en évidence. Ce qui est évident, c'est que si vous faites un bilan et qu'il n'est pas mis en processus, c'est comme un diagnostic médical, ils repartent avec pas de prescription de médicaments, rien, une petite tape dans le dos et on leur dit allez, bon courage. Et c'est ça. Et moi, le nombre de familles démunies que j'ai suite à un bilan, et je me dis, mais non seulement ça servait à rien de faire un bilan, mais en plus ça a été délétère pour l'enfant, pour la famille. Ils sont encore plus impuissants après qu'avant. Et ça, éthiquement, je peux pas cautionner ça. Si on assume de faire un bilan psychologique, c'est qu'on assume le processus et qu'on en assume les conclusions. Oui, il y a énormément de pistes. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je travaille à renforcer aussi, à faire émerger les capacités créatives de la famille. Donc si moi j'ai des idées qui me viennent en tête, je leur dis, je me permettrai de vous les soumettre, mais comme des hypothèses, en fonction de vos revenus, de vos valeurs éducatives que vous avez envie de transmettre, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, et c'est vous qui aurez raison. Maintenant, la plupart du temps, c'est eux qui trouvent. Je leur dis que la remise des résultats du bilan, c'est un moment de pensée. Je ne vais pas foncer tout de suite sur « il faut faire ça ». Je ne vais pas leur faire « ah oui, votre enfant a un haut potentiel là, donc vous devez faire ci, vous devez faire ça, allez, ciao, prescription médicale ». C'est le moment de penser, de réorganiser nos esprits, de repositionner la caméra différemment sur cet enfant, vraiment de changer. C'est un mouvement représentationnel, identitaire, puissant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des tonnes de parents, c'est extrêmement intense en termes d'expérience, des parents qui font dans l'arme. Et je leur dis, vous pouvez juste dire c'est quoi ces larmes? Mais j'ai l'impression que vous parlez de moi, et de toute ma vie, et de toute mon enfance. Et en fait, à travers la demande de bilan d'un enfant, vous avez toute une famille derrière qui se questionne sur ses origines. C'est 2 fois sur 3, hein, je rigole pas. Parce que c'est mis en processus et parce que les parents arrivent ils sont déjà prêts à déposer quelque chose de eux, là ils sont prêts à être touchés. Et donc il y a quelque chose que j'ai ouvert, vous l'avez compris, à la première rencontre. Parce que tout le temps où je vois leur enfant seul, ça cogite dans la tête des parents. Parce qu'ils savent, je leur ai donné un rendez-vous au bout. Ils savent qu'ils vont venir. En tout cas, oui, eux vont avoir des idées. Et je leur dis, la seule chose qu'ils pourraient dire, j'ai bien travaillé avec vous et avec votre enfant, c'est que vous ayez des idées de choses à changer de votre vie, des choses à mettre en place, des choses à enrichir. Et évidemment, on va co-construire, mais je vais bien leur dire que c'est pas moi qui vais les amener dans un premier temps, ces idées. Mais que si on tisse le fil, au bout d'un fil de co-construction avec une famille, la famille a toujours une idée. C'est tellement évident, c'est « ah oui, mais bien sûr, mais du coup, faut qu'on arrête de faire comme ça, il faudrait qu'on fasse plutôt comme ça. » Si ça vient d'eux, nickel. Et donc, cette co-construction... Oui, après, par rapport à l'école et tout, je peux aussi prendre ma casquette d'experte d'aménagement scolaire pour les enfants au potentiel, il n'y a pas de problème. Ça peut être des aménagements, ça peut être dans tous les domaines, dans la vie, dans le type d'activité dont l'enfant a peut-être besoin. Moi, je veux dire bien sûr, le type de pédagogie, et ma porte, elle reste toujours ouverte. En général, ils reviennent une 2e fois après le bilan parce qu'ils sont tellement sonnés qu'ils partent, ils digèrent le truc. Parce que des fois, ils sont un peu bouche bée aussi, comme ça. Parce qu'ils sont trop touchés émotionnellement, et donc c'est pas le moment de l'élaboration encore. Et je leur dis, vous pouvez me rappeler pour une séance de digestion de bilan, si vous avez besoin, si ça passe un peu de travers ou quoi. Si la digestion n'est pas évidente, on peut se revoir. Et de toute façon, ma porte reste ouverte. Il y a des gens que je vois tous les 6 mois. Des familles que je vois tous les mois de septembre. Parce qu'à l'école, il faut se réarranger, parce qu'ils avaient trouvé le truc pour l'année scolaire, mais l'année scolaire suivante, ça ne marche plus. Parce que les enfants qui ont des fonctionnements de type au potentiel ont très souvent des fonctionnements de type non linéaire. Et du coup, c'est souvent perçu comme un problème ou un échec de changer d'école chaque année. Et il y a des enfants à qui ça va très bien, ils ont fait le tour d'une école, ils ont besoin d'être dans des systèmes un peu d'hyper-adaptation tout le temps, parce que c'est ça qui les mobilise. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à se concentrer à l'école, curieusement. Hein. Mais il faut qu'ils soient dans une recherche de règles, de failles du système, dans une analyse du fonctionnement systémique de l'école. Mais au bout de 6 mois, ils ont fait le tour. Donc les 6 derniers mois à l'école, ils s'ennuient, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils viennent perturber. Donc on se rend compte que l'aménagement pédagogique, vous voyez, ressemble
pas du tout un aménagement pédagogique classique. Bref, tout est possible, en tout cas, tout est possible. Des fois, c'est aller faire du yoga, des fois, c'est leur apprendre à débrancher les prises de leur tête, et il y a beaucoup d'enfants que j'envoie vers des séances de méditation, de manière complémentaire, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et qu'aller faire une psychothérapie individuelle d'enfants, je leur dis que moi, je le contre-indique. Parce qu'on va faire que suractiver le mental de ces enfants qui sont déjà hyper activés, ou de ces familles qui sont déjà hyper activées, et les familles qui sont coincées dans le mental et qui sont tout à fait bloquées par rapport à l'émotionnel, je pense que c'est pas une bonne chose de continuer à les blablater avec eux. Il faut arrêter de parler. C'est dans l'expérience que ça va se passer. Après, voilà. Donc les aménagements sont extrêmement larges, mais non, je lâche pas les familles après le bilan. Elles reviennent si elles veulent. Je demande ça parce que je vous disais toute une équipe, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes, de psy en Belgique, qui font des bilans au potentiel, parce que c'est comme ça. Et puis je dis, les parents sont là. Oui, je sais, je sais ça. Bon, là, vous parlez du réseau, c'est compliqué. Je suis un peu une équipe à moi toute seule, parce que je suis seule à la consultation, mais je suis très bien supervisée par ma chef de service. J'ai par contre différentes formations, autant cognitives, voilà, j'enseigne aussi les épreuves projectives à l'université. Enfin, donc j'ai un peu des domaines d'expertise dans différents domaines qui me permettent de faire ça. Et oui, on pourrait parler du réseau qu'il y a en Belgique. En tout cas, voilà, quand les parents viennent en disant j'ai fait une identification dans tel centre de consultation, soi-disant spécialisé du haut potentiel, eux, en général, je les reçois en urgence, même si j'ai pas de place. Parce que c'est grave. Parce qu'ils sont lâchés dans le vide après. Et souvent, je vais devoir faire même une réinterprétation des résultats avec eux, parce qu'on leur balance des QI, on leur balance des trucs et des machins. Pour moi, c'est inacceptable. Et à l'université, en tout cas, on a décidé de s'inscrire dans une démarche qui est carrément totalement à l'opposé. En même temps, merci à toutes ces expériences, parce que ça nous a montré ce qu'on voulait surtout pas faire. Par rapport alors on va pas parler de diagnostic, parce qu'on a vu que c'était plutôt de description. Moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en termes de description différentielle, et les enfants avec des déficitaires de l'attention qui ont quand même des similitudes avec ces enfants-là. Moi, personnellement, j'y suis confrontée. C'est vrai qu'à l'issue de la pause de quelque chose, on est complètement largué, les parents pour accompagner nos enfants et les faire prendre en charge, d'autant plus que, au contraire, dans un handicap posé, médical, où il va y avoir une notification NDPH, une prise en charge, parce que c'est aussi les coûts des soins quand on va de l'avant, parce que l'enfant a besoin de telle prise en charge, avec un psychomotricien, avec une psychologue, une orthophoniste, et certains soins ne sont pas remboursés. Il y a aussi des familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire prendre en charge leurs enfants, et on n'a pas beaucoup parlé. Et ça me semble être aussi un corollaire de cette appréhension des parents à faire les démarches pour poser quelque chose, parce qu'ils savent que derrière, ils ne vont pas pouvoir en faire grand-chose. Oui, alors là, je pense que votre question, elle touche à bien plus large que le potentiel. Là, on est sur les systèmes de remboursement, les prises en charge globales. C'est vrai qu'en Belgique, là, le bilan, il est fort pris en charge financièrement. Du coup, moi, si j'ai une famille qui a 0 € pour venir, je vais m'arranger, je vais leur remplir toutes leurs feuilles de remboursement sur toute l'année, sur toute la famille, parce que moi, j'estime que je travaille pour une famille, donc je quadruple, je quintuple, je sextuple leur remboursement, et ça leur coûtera 0. Maintenant, vous parlez aussi des enfants à double étiquette, que tout à l'heure, mes collègues ont nommé d'une autre manière. Ils ont dit, j'ai bien aimé. Moi, j'ai dit double étiquette, comme voilà, double exception. Merci, j'adore, parce que je préfère ce terme. L'étiquette, c'est un peu pénible, mais double exception. Ils sont exceptionnels parce qu'il y a le haut potentiel, mais il n'y a pas que le haut potentiel. Mais j'explique aux familles que le haut potentiel n'est pas un vaccin, et donc il n'immunise de rien d'autre, et qu'on peut avoir le haut potentiel, et même la grippe. Je vous jure qu'il y a des gens qui n'y croient pas des fois. Et donc, le haut potentiel peut se coupler avec, évidemment, un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, avec tous les troubles d'apprentissage scolaire existants, avec tout un tas de choses, et parfois des choses lourdes. J'entendais tout ce qui est dyspraxie visuospatiale, etc. C'est waouh, c'est énorme. Ce sont les situations les plus complexes, il ne faut pas se leurrer. Ce sont souvent des adolescents qui viennent consulter très tard, je vous le dis de ma pratique. Ils arrivent trop tard parce qu'ils ont super compensé avec le haut potentiel avant ça, et du coup on n'a pas identifié le trouble de l'attention ou le trouble voilà,
tout trouble scolaire, on va dire. Et ça, c'est les cas les plus difficiles, parce qu'on est loin dans la scolarité, les adaptations sont difficiles, et l'enfant, il est à bout au niveau nerveux, il est à bout au niveau psychique, il est à sa limite de ce qu'il est capable, parce qu'il y a vraiment un mode de compensation cognitif aussi qui a été tellement, tellement sollicité, et ça lâche à un moment. Et c'est les situations dans lesquelles moi je peux aussi parfois, je généralise pas, parfois préconiser un décrochage scolaire. Donc organiser un décrochage scolaire d'urgence de l'enfant pour une réhabilitation des fonctions primaires narcissiques de cet enfant. Donc voilà, il part à l'étranger, il va dans les ONG, on se contrefiche de ce qu'il fait rien, il reste à la maison, on s'en fiche, mais l'école doit s'arrêter, parce que l'école est un lieu de maltraitance cognitive en fait pour lui, et ça marche souvent très très bien, hein. Très bien, d'arrêter l'école 6 mois, 1 an, sachant que c'est des enfants qui ont des potentiels, où je sais que s'ils se rétablissent au niveau de l'estime de eux-mêmes, s'ils arrivent à se réaccorder de la valeur d'exister, parce qu'ils sont quand même parfois un peu au bord du suicide quand même, pour leur éviter de se retrouver en psychiatrie, je trouve que c'est quand même mieux d'aller passer 1 an ailleurs, hein. Enfin chacun son truc, mais moi je fais quand même du préventif, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie, dans les unités de fermées pour adolescents, ouais, s'ils y vont pas, c'est mieux. Je pense que j'ai bien travaillé, quoi. Voilà. Donc, il faut aussi prescrire du décrochage scolaire. Ce n'est pas grave dans les cursus de ces enfants. 1 an dans la vie, on s'en fiche. Il faut aussi donc déformater de la prégnance de la scolarité dans la vie de nos enfants à certains moments. Et ces enfants, s'ils se rétablissent au niveau narcissique, il ne faut pas s'inquiéter. Ils se réenclencheront au niveau cognitif. La question n'est plus sur le cognitif. Hélas, il y a la Ritaline qui est extrêmement utilisée pour régler tous ces problèmes. Alors, elle est très préconisée. En même temps, on sait qu'aujourd'hui, le diagnostic de TDAH va aussi être posé en fonction de la réaction à la molécule. Donc, les enfants qui ont des hauts potentiels et qui semblent, c'est-à-dire qui se comportent, hein, qui montrent exactement le même type de comportement que des enfants de TDAH, justement, on va les discriminer très vite, ils prennent la Rilatine, ça marche 3 semaines, après ça ne marche plus. Donc on sait qu'il n'y a pas d'origine biologique. Je vous rappelle que l'identification du TDAH ne repose que sur des observations, c'est une observation empirique, mais qu'il n'y a aucune étiologie dans ce diagnostic. Vous me suivez tous par rapport à ça? On observe que l'enfant a bel et bien des difficultés à se concentrer dans une double tâche, auditive, verbale, patati patata. Mais ça ne vous dit pas pourquoi, ni d'où ça vient. La première hypothèse, c'est que ce serait biologique. Alors on donne cette Ritaline, en Belgique, ils ont inversé 2 lettres, et on voit que ça ne marche pas, et donc on sait qu'il faut ouvrir d'autres pistes. Le symptôme est bel et bien observable. Les profs, je vous rassure, font les diagnostics très vite, hein, bien plus vite que les neuropsychologues. Et par contre, on se rend compte que l'étiologie est autre. Moi, j'ai plein d'enfants, mais plein, où ils viennent en disant bah, on nous a envoyé à la fois faire un bilan TDAH et à la fois un bilan HP. Et je leur dis c'est bien d'être venu là en premier, parce qu'en fait, il y a plein de faux TDAH. C'est-à-dire de faux TDAH, sous-entendu que le TDAH serait biologique chez ces enfants-là. Or, il n'est pas nécessairement biologique, il est souvent le résultat d'une hyperadaptation cognitive que ces enfants font en situation scolaire, et donc où certains types de concentration ne sont pas possibles, ou bien, là on rentre dans le haut potentiel, mais ou bien sur ce processus de seuil de déclenchement qui font que les enfants ne se déclenchent qu'avec un certain degré de complexité d'une tâche. En deçà de ça, ils fonctionnent comme une Ferrari à qui vous demandez de faire du 20 à l'heure en centre-ville pendant 3 heures. Ils sont crevés, épuisés. Et donc, leur concentration n'est juste pas possible puisqu'ils sont aussi épuisés que si vous demandiez à des élèves lambda dans la norme de faire un exercice qui leur est inaccessible au niveau cognitif. Donc voilà, ça c'est des choses qui s'expliquent. Je ne rentre pas plus dans la théorie, mais il y a énormément d'explications biologiques et rationnelles qu'il faut pouvoir apporter aussi. Finalement, le bilan va être la dialectique entre l'objectivable et le subjectivable. Et je pense qu'il ne faut pas bouder l'un des 2 côtés, et qu'il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, et que c'est le dialogue entre ce biologique et ce subjectif qui va nous permettre de mettre en place les adaptations scolaires les plus pertinentes pour ces enfants, sachant que les adaptations scolaires sont parfois uniquement des adaptations relationnelles, avec l'enseignant par exemple. J'appelle ça aussi adaptation scolaire. Mais on va pouvoir vraiment expliquer à l'enseignant de manière très pragmatique ce qui, dans la relation, ne permet pas à l'enfant de pouvoir déployer son potentiel à l'école, par exemple. Voilà comment je tourne ce qu'on appelle hypersensibilité ou quoi. Je n'adhère pas du tout
avec le fait que hypersensibilité égale au potentiel. C'est actuellement une déviance dans laquelle on est énormément. Mon enfant est au potentiel parce qu'il est hypersensible. Moi, je dis que tout le monde aujourd'hui est hypersensible et il ne faut pas forcément avoir au potentiel pour ça. Voilà. On parle d'hérédité dans le potentiel, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est les grandes questions. Est-ce héréditaire? On ne le saura jamais. Aucune recherche scientifiquement valable sur type hypothético-déductif pourra vous dire ça, hein, sauf si on arrive à isoler le gène aujourd'hui du haut potentiel. Mais à part ça, moi qui travaille beaucoup dans le transgénérationnel, parce que j'ai du coup toutes les histoires de toutes les familles, je peux quand même juste dire que ça arrive, des enfants extraterrestres, ça arrive. Ceux qui débarquent là, et les parents disent « mais qu'est-ce qu'on a fait ?» On s'y retrouve nulle part, dans rien, ni chez eux, ni chez leurs frères et sœurs, ni chez les grands-parents, nulle part. C'est le truc qui débarque comme ça. Ça arrive, mais pas si souvent. Quand vous allez sur à qui ressemble l'enfant dans la famille, quand vous allez sur ce que j'ai pu travailler avec certaines familles qui sont complètement sidérées de capacité de leur enfant, j'en dis mais je reviens vers la grossesse et je vais travailler sur l'enfant rêvé et l'enfant réel. Finalement, quand vous étiez enceinte, madame, vous rêviez avec votre compagnon, votre mari, de cet enfant qui allait naître. Vous l'imaginiez comment? 10 fois sur 10, ça marche. Ben, en fait, on l'imaginait. Ils décrivent, ils ont l'impression de décrire un autre enfant. Et je leur dis, mais en fait, vous êtes juste en train de décrire l'enfant réel que vous avez. Vous l'avez vécu comme extraordinaire, vous l'avez vécu comme magnifique, vous l'avez vécu comme celui qui allait vous montrer le chemin, vous l'avez vécu comme quelqu'un qui allait vous amener loin. Alors, j'entends qu'il vous déstabilise, que vous êtes à bout de nerfs, vous ne savez pas comment gérer, mais là, pour vous amener loin, pour le coup, il vous amène loin, il vous amène au bord de vos propres limites et il vous demande de les dépasser. Finalement, il a pris la fonction familiale que vous lui avez donnée, juste avec voilà, ça c'est un type de recadrage, mais juste avec un visage, pas comme vous l'attendiez, mais finalement, il remplit la fonction que vous lui aviez donnée. C'est très fréquent. En termes générationnels, sinon, il est très fréquent de trouver du haut potentiel, mais qui ne s'appelait pas haut potentiel à l'époque. Il est très fréquent de trouver chez les grands-parents celui qui est passé de la campagne à la ville, le seul de la famille, qui a vraiment fait un saut socio-culturel, économique aussi, vraiment. Celui qui est parti de rien et qui a eu l'idée que les autres n'ont pas eu. J'ai comme ça j'ai pas mal de personnes qui viennent quand même, j'imagine par rapport à une consultation lambda, de familles émérites. De familles, bon, je travaille avec... c'est les cas les plus compliqués. Est-ce que je travaille vraiment avec eux? Je mets en doute parfois ma pratique. Je travaille avec la noblesse et avec l'aristocratie. Vous savez, quand on est enfant du roi, de machin et de trucs, là, je pense vraiment que mon bilan et mon processus est complètement insuffisant. C'est plus des poids qu'ont ces enfants sur les épaules, c'est juste hallucinant. Ils croulent, enfin, ils ne pourront jamais se concevoir autrement que comme l'héritier qui de toute façon prendra la couronne. C'est impossible. Donc c'est vrai qu'ils ont 12 ans, ils arrivent, ils ont tout leur plan d'attaque, ils veulent faire, ils savent les études qu'ils veulent faire, tout. Et c'est les patriarches de la maison déjà. Ils sont déjà élevés au rang de patriarches dans les familles de la noblesse à partir de 10-12 ans. Donc je ne vais pas aller à l'encontre non plus de ces valeurs familiales, c'est comme ça. C'est probablement le plus compliqué pour moi et c'est celle dans laquelle je vois le plus de souffrance et le plus de maltraitance infantile. Je dois quand même le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'avais une question sur justement, dans tous les exposés que vous avez faits, on voit la place du parent, la place des parents, la place de l'enfant, sur lequel le focus est porté. Mais je me dis que justement après la restitution là, de tout ce processus-là, d'identification de l'exception de cet enfant, il y a les frères et les sœurs. Et comment ça se passe? Parce que je me dis que ça doit être très... Ah oui, c'est super. C'est pour ça qu'ils sont obligatoirement présents à la première consultation. Tous les gens qui vivent sous le même toit. Et donc c'est compliqué de trouver des horaires, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher les 4 autres enfants à l'école, et c'est le bordel. C'est le bordel dans mon bureau, souvent. Mais c'est génial d'observer leurs interactions, les représentations qu'ils ont eux aussi sont interrogées au début, donc ils viennent enrichir. Et à la remise des conclusions, si c'est un ado, il va avoir le choix ou pas que sa fratrie soit là ou pas, selon l'intimité son processus de différenciation. Sinon, les frères et sœurs sont invités à la restitution. Au-delà de ça, c'est plus le ressenti.
le ressenti et la prise en compte peut-être de ce que ça fait aux frères et sœurs, voilà, d'avoir un frère d'exception et que du coup, peut-être toute la famille gravite autour de cet enfant-là. Et ça, on en parle à la première consultation, parce que je ne vous ai pas dit tout ce que je faisais, j'ai pas le temps. Mais il y a des questions, évidemment, quand ils viennent en fratrie. Franchement, 2 fois sur 3, je leur dis, mais finalement, pourquoi vous venez pour un bilan pour lui? Parce que je leur demande de parler de tous les enfants. Pourquoi vous venez pour un bilan pour cet enfant-là et pas pour les autres? Parce que je ne vois pas la différence. Ils sont tous aussi doués à l'école. Souvent, c'est parce que c'est celui qui pose problème. Donc, qui va symptomatiser. Mais c'est important de le dire, de se dire finalement, on ne va pas s'intéresser à cette histoire de haut potentiel. Du coup, on retire l'étiquette, puisque finalement, on pourrait avoir l'hypothèse pour vos 3 enfants, ou vos 4. Ce qui finalement vous fait venir, c'est pas le haut potentiel, messieurs, dames. C'est le fait que vous avez des difficultés relationnelles ou à gérer cet enfant dans la famille. C'est déjà, on recadre les choses. Du coup, tout le monde a cette reconnaissance. Il y a aussi des situations, il y a des jumeaux, il y a des situations où ils viennent et d'emblée ils veulent un bilan pour tous les enfants. Il y a des situations, et nombreuses, où je fais le bilan d'un enfant et les parents, se reconnaissant tellement, demandent un bilan pour eux-mêmes après. Il y a des familles, j'ai fait le bilan de tout le monde. J'ai fait le bilan de tout le monde. Si ça a du sens, c'est possible. Si je pense que ça va augmenter la rivalité dans la fratrie, si je pense que ça va discréditer un autre enfant au regard d'un autre sur lequel on met trop le focus, alors je renforce la position d'enfant symptôme et je suis sûre qu'après mon bilan, cet enfant va faire d'autres symptômes pour retourner chez le médecin et pour continuer à être le centre d'intérêt. Donc je ne vais pas faire ça. Ça, c'est ce que j'évalue avant de commencer le bilan. Oui, merci. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais c'est juste essentiel. Et c'est pour ça que je dois avoir la fratrie. Je ne fais jamais sans avoir vu la fratrie. Et des fois, réellement, ça change. Ils venaient pour un enfant, pour un bilan, et ils disent, finalement, le bilan, il serait plus urgent pour cet autre enfant, qui peut-être est plus dans le silence. Et parce que les parents identifient eux-mêmes que le silence est un symptôme. Voilà. J'aurais pu connaître le lien que vous faites entre haut potentiel et dépression infantile. Le lien entre haut potentiel et dépression infantile. Ah, allez-y, parlez de l'étude parce que je n'ai pas de réponse directe comme ça. Et qui fait le lien en fait, entre un enfant en dépression et qui va du coup, à la fois pour la masquer et pour développer des défenses, va surdévelopper en fait. Tout à fait. On est sur ce sujet-là actuellement en recherche. Là, j'ai quelques étudiants qui sont lancés sur cette thématique-là pour leur mémoire de fin d'études. C'est parce que c'est en effet très flagrant, et si je fais du raccourci, je vous livre ça comme ça, je ne l'ai pas écrit encore, mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a un haut potentiel qui est exclusif dans le domaine du verbal au niveau du QI, exclusif et extrêmement différent, on peut vraiment isoler cette population. D'ailleurs, il y a des auteurs qui disent que ce n'est pas vraiment du haut potentiel du coup, parce que le verbal est tellement influencé par le relationnel, et c'est l'une des premières défenses compensatrices qu'on peut avoir au niveau relationnel. Il y a en effet, j'ai des hypothèses pour certains enfants qui vont extrêmement mal, qui ont un taux d'angoisse très élevé, un haut potentiel verbal exclusif très haut et les autres dans la moyenne normale vraiment, d'un surdéveloppement. En fait, ils ont compensé souvent un trauma, quel qu'il soit. Donc vous parlez de dépression infantile, on pourrait parler de n'importe quoi d'autre qui fait que l'enfant a vécu un trauma et a dû se réorganiser au niveau psychique dans l'enfance, et très souvent c'est dans des moments archaïques. Et ça peut se voir dans un TAT. Dans un TAT, vous voyez ça. Et moi, je peux vraiment identifier ça. En tout cas, si il y a une angoisse de type préverbal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment dans une zone archaïque. Avant le développement du langage, qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, je le soumets comme hypothèse, moi, à la famille. Je peux vous parler d'une famille que j'ai vue il n'y a pas longtemps, si j'avais eu cette hypothèse-là. La petite fille, super mature dans plein de choses, mais quand elle se met à dessiner ou quand elle me raconte des histoires, je me dis, waouh, elle vit encore avec des monstres sous son lit, quoi. Elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, et elle se montre hyper mature. Et je vois une angoisse type archaïque dans le test qui me surprend. Je dis juste, je vais quand même en parler à la famille, quoi. Donc, on parle de tout plein de choses, et à la fin, je leur dis, il nous reste 10 minutes, j'ai quand même une hypothèse à vous soumettre. Enfin, j'ai vu quelque chose, est-ce que ça vous parle ou pas? Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est comme si ce serait passé quelque chose dans la vie de votre enfant, mais bien avant qu'elle parle, vraiment autour de la naissance, probablement, qui expliquerait qu'il y a comme quelque chose qui est resté figé dans la manière dont elle a peur. J'essaie de vous vulgariser moi. Dans la manière dont elle a peur aujourd'hui, dans la manière dont les angoisses peuvent arriver, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à mettre des mots encore dessus, alors que vous voyez, elle parle tellement
tellement bien, c'est quand même incroyable, non, justement, de pouvoir pointer ce paradoxe. Elle parle tellement bien, mais sur certaines choses de sa vie, elle ne sait pas mettre de mots. C'est pour ça que je pense que ça se serait passé tout petit. Et là, voilà, la mère s'effondre en larmes. Moi, je ne sais pas ce que j'ai touché, mais la mère m'explique qu'elle elle est née avec une autre. C'est une famille qui faisait des enfants par duo. Donc, ils avaient 6 enfants, elle était celle du milieu. Et donc, elle me dit, son binôme est mort. J'ai eu un autre enfant juste après elle avait 11 mois quand elle est née. Quand sa sœur est née, et c'était son binôme prévu. Et elle est morte, et la maman dit, vraiment c'est ultra douloureux, j'ai fait une grosse dépression, je suis restée alitée, je comprends qu'à l'époque, la petite fille n'a pas été née en crèche dans aucune autre collectivité. Or, on sait que la collectivité, dans ces moments de vie-là, dans la toute petite enfance, est un endroit salvateur, parce que la mère a dû rester couchée toute la journée, donc n'a plus du tout pu être dans sa fonction maternante. Et elle en pleurait encore, quoi. C'était tellement vif. Et voilà. Elle avait donc 2 premiers enfants. Elle n'avait pas son binôme. C'était fort. Une famille qui vous dit ça, c'est pas tous les jours. Et après ça, il y a eu un autre binôme qui est né. Et donc, on a pu parler de ça. Et là, ils m'ont demandé, mais comment vous avez vu ça dans vos tests sur la question des parents? Je leur dis, voilà, après, ça, c'est le matériel qu'on a. Moi, je vous lance juste la question. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, visiblement ça vous parle. Et visiblement, il y a quelque chose chez madame qui est resté tellement vif. Et chez cette petite fille, il y a quelque chose qui s'est transmis. Après, je ne vais pas pathologiser. Je vais dire que c'est ok et qu'on peut grandir avec ça. Parce que là, les parents ont un niveau de culpabilité qui monte, je ne vous explique pas. Et je vais dire, c'est ok, on peut vivre avec des traumatismes. On peut vivre même très bien. Vous savez, il y a plein de psys, et s'ils sont devenus psys, c'est juste parce qu'ils ont vécu un super traumatisme dans leur vie. Ça développe les fonctions humaines, hein, ça développe une autre écoute sur les choses. Savoir être au contact de sphères archaïques et non verbales, c'est aussi pas donné à tout le monde. Ça peut aussi devenir une chance. Et donc, on travaille à l'ULB autour de faire émerger la créativité des familles et la résilience. Il y a toujours moyen de recadrer. Ça, merci à la systémique pour moi de pouvoir pas juste faire un constat et de balancer un truc comme ça. Et une famille qui part avec ça, pour moi, c'est dramatique. Si je sais pas leur proposer un recadrage. Et donc, c'est une famille, je leur dis, vous me rappelez quand vous voulez. Et je peux vous accompagner par rapport à ça. On peut réouvrir la parole autour de ce sujet. Ils ont mis 8 mois, 10 mois à me rappeler, mais ils m'ont rappelé. Il fallait digérer ça, ça leur a pris le temps d'une grossesse. Et ils sont revenus. Donc ma porte, elle reste aussi ouverte pour des accompagnements familiaux, si nécessaire. Ça répond à votre question? Mais donc oui, le haut potentiel est parfois un haut potentiel purement compensatoire et le résultat d'un traumatisme. C'est important de le dire aux familles parce que les familles qui prônent ce haut potentiel, souvent, et vont le prôner, puisqu'elles cherchent l'étiquette de la résilience, parce que ce traumatisme, il n'y a pas que l'enfant qui l'a vécu, bien sûr, c'est toute la famille. Et du coup, l'enfant va brandir le seul drapeau socialement acceptable à la suite de ce traumatisme, qui est l'intelligence. Et voilà, il y a tout ce travail traumatique à faire derrière, en expliquant que c'est une intelligence, mais que c'est une intelligence de survie. Bah, je le fais pas dans le sens où je vais pas chercher le trauma pour savoir s'il y a un haut potentiel. Par contre, s'il y a un haut potentiel, comme mon travail, c'est d'émettre des hypothèses sur ce haut potentiel, la fonction qu'il a de manière générale, sur comment il s'articule dans le développement de l'enfant ou dans la famille, si j'estime si je vois qu'il me semble être le résultat d'une construction, en fait, d'une construction de survie, je vais le dire. Mais je ne cherche pas, a priori, ce lien. Je peux juste vous dire que d'expérience, je l'observe. Et quand je l'observe, c'est dans des situations où il y a une angoisse familiale et un climat familial vraiment de type PTSD, quoi, vraiment, on est là. Juste pour terminer, pour préciser, c'est dans vos observations, est-ce que vous observez fréquemment non. Statistiquement, ça veut dire quoi fréquent? Parce que si on dit fréquent, en termes de recherche, ça veut dire statistiquement représentatif, c'est-à-dire il n'y a pas un pourcentage qui pourra vous dire si c'est différent ou pas parce qu'il faut une analyse statistique derrière. Mais je peux juste vous dire que ça existe, que je ne reçois pas du tout que des situations comme ça, mais que parmi les situations où il y a un haut potentiel verbal exclusif par rapport aux 5 domaines que le QI investit, alors ils sont probablement surreprésentés par rapport à cette population-là de HPE verbal exclusif, par rapport à la population tout venant des enfants que je reçois. Ils se situent plutôt dans ce registre-là. Mais ne partez pas d'ici en vous disant que haut potentiel verbal égale compensation, parce que ce serait abusif. Il est 13h12, pour le coup on a vraiment dépassé.